êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, Emmanuel Macron est-il le nouvel homme fort de l'Europe? Le président français a détaillé son plan sur 10 ans pour refonder l'Union européenne. Son idéal va-t-il se heurter au pragmatisme des autres dirigeants, à commencer par la fraîchement réélue chancelière allemande? Les sportifs américains défient Donald Trump en posant un genou à terre. Le président américain a-t-il relancé l'épineuse question de la division raciale dans le sport? Y a-t-il une renaissance du militantisme sportif aux États-Unis? Et la protestation peut-elle s'élargir à d'autres fronts? Les Saoudiennes bientôt au volant. Pourquoi les autorités ont-elles décidé de leur accorder enfin ce droit? C'est chouette. Y a-t-il pourtant de quoi exulter? La condition des Saoudiennes va-t-elle s'en retrouver nettement améliorée? Et à quand l'abolition du système de tutelle? 500 millions de dollars investis sur 5 ans et Netflix ne paiera pas de taxes au Canada avec l'accord du gouvernement. Ottawa est-il en train de brader sa culture aux grands voisins américains? Voici pour le sommaire. Mais pour commenter, décrypter, analyser cette actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Pierre Aski, cofondateur du site d'information français Rue 89, chroniqueur de politique internationale à l'hebdomadaire L'Obs, président depuis cet été de Reporters sans frontières, félicitations. Une longue carrière de journaliste, ancien correspondant en Afrique du Sud, au Proche-Orient et en Chine. Pascale Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, diplômée de relations internationales approfondies, experte de l'Union européenne et de ses politiques. Vous êtes l'auteur de plusieurs articles sur la condition des femmes. Et puis Thomas Cantaloube, grand reporter en actualité internationale pour le site français d'information Mediapart. Auparavant, vous avez passé de nombreuses années aux États-Unis comme correspondant pour différents médias. Nombreux reportages également aux 4 coins du monde. Merci à vous trois d'être ici en plateau pour nous livrer votre analyse de l'actualité de cette semaine. Vous le savez, vous pouvez nous faire part de vos commentaires, vous aussi, depuis chez vous, soit sur Twitter avec le hashtag #kiosque ou alors sur notre page Facebook. On vous y attend nombreux. Mardi, donc, le président français a prononcé à la Sorbonne un discours fleuve, plus d'1 heure et demie de plaidoyer en faveur d'une Union européenne à plusieurs vitesses autour d'un couple franco-allemand consolidé. Un discours refondateur de l'Union européenne. On va se poser la question juste après cet extrait. La seule voie qui assure notre avenir, celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est à nous, à vous de la tracer. C'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Ayons ensemble l'audace de frayer ce chemin. Pascale Johannin, je le disais, vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Robert Schuman qui avait posé le texte fondateur de la construction européenne. Est-ce que Emmanuel Macron avait des accents schumaniens mardi avec ce discours? Un peu d'ailleurs, il a cité Robert Schuman à plusieurs reprises, et d'autres, hein, pas que Robert Schuman. C'est un discours qui était visionnaire. C'est-à-dire que Emmanuel Macron croit à l'Europe. Il a fait sa campagne présidentielle en affichant haut les couleurs de l'Europe. Et on avait en Europe besoin que la France revienne un peu au cœur du jeu. L'ancien gouvernement et l'ancien président avaient moins été prolifiques en matière européenne, et on avait l'impression que la France avait un peu disparu des écrans radars, et ça manquait parce que en matière européenne, il faut qu'il y ait une impulsion franco-allemande pour que ça entraîne d'autres États et qu'il y ait des initiatives qui soient prises. L'Allemagne, pour des raisons historiques, ne peut pas jouer ce rôle d'initiateur seul, parce qu'on a l'impression qu'on revoit ou les casques à pointe ou d'autres symbole germanique. Donc, il fallait que la France revienne de retour. Les Anglais partant, en plus. Donc, on avait un discours qui était un peu attendu par les Européens. Et c'est le retour de la France en Europe. Qu'est-ce que vous en retenez de ce discours? Parce qu'il y a des propositions pour refonder l'Europe. Qu'est-ce que vous en retenez, Pierre? 2 choses. C'est vrai qu'il y a un catalogue de mesures qui seront discutées, négociées, etc. Moi, j'en retiens surtout l'autre dimension qui est le fait que l'Europe doit avancer à découvert et non plus masquée. Et il l'avait déjà dit dans son discours d'Athènes il y a quelques semaines, en 2005, il y a eu un non au référendum constitutionnel en France. Et Emmanuel Macron a fait une autocritique à Athènes qui était sur le fait qu'on n'avait pas tenu compte de ce non. Et on avait fait en gros la même constitution que celle qui avait été refusée sous une autre forme, et on l'avait fait passer par la voie parlementaire. Ce qui était un déni de démocratie. Et Emmanuel Macron l'a dit, on ne peut pas continuer à faire l'Europe sans les citoyens.
ou contre les citoyens en l'occurrence. Et ça, je pense que c'est un changement majeur parce que effectivement, on a bien vu au cours de la décennie qui a suivi ce référendum, la montée des populismes, des refus ou des désenchantements avec cette construction européenne. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'avoir un accord entre Macron, Merkel et quelques autres. Il s'agit aussi d'entraîner l'adhésion des peuples. Et c'est sans doute beaucoup plus difficile parce qu'il y a ce passif de ces dernières années. Dans ce catalogue de mesures, quand même, est-ce qu'il y en a une que vous retenez en particulier, Thomas? Qu'est-ce qui vous a frappé? Effectivement, je pense qu'on ne peut pas retirer s'il y a quelque chose que Macron est vraiment, c'est pro-européen. Dans son discours ni droite ni gauche, on ne sait pas toujours où il se situe, mais il est vraiment pro-européen. Après, sa liste des mesures faisait un peu quand même liste au Père Noël. Il y a beaucoup de choses, y compris des choses nouvelles, donc on peut être enthousiaste sur les choses nouvelles. Il y avait aussi beaucoup de choses qui sont en cours depuis des années et qui n'aboutissent pas du fait à la fois des institutions européennes qui sont parfois grippées, mais aussi du fait du manque de volonté des pays membres. Je pense que ce qui est intéressant à retenir, il n'a pas appelé ça comme ça, il a appelé ça l'Europe des projets, mais c'est l'Europe à la carte finalement. C'est un certain nombre de pays se regroupent. Donc c'est l'Europe des cercles concentriques. Voilà. Ceux qui veulent faire de l'Europe de la défense, aller plus loin en termes d'intégration des armées, en termes de projection des forces, se rassemblent. La zone euro est déjà un cercle. Ceux qui voudraient un grand plan d'investissement scientifique peuvent se rassembler. Donc ça, c'est une idée intéressante. Après, la mise en œuvre, on va voir comment ça se passe. Et c'est un peu la question que se sont posées les chefs d'État et de gouvernement qui étaient réunis vendredi à Tallinn en sommet, un sommet en principe consacré au numérique qui aura été largement dominé par ces débats sur l'Europe à la sauce Macron. Dans ce contexte d'enlisement du Brexit aussi, Emmanuel Macron attendait vendredi pour tester la réaction des partenaires. Comment vous la qualifieriez, cette réaction ? Ça a été plutôt accueilli avec beaucoup de satisfaction parce que je vous dis, on attendait que la France vienne en Europe. Il y a en effet dans le catalogue des choses qui étaient déjà sur la table. Il n'a pas révolutionné toute la pensée européenne. Mais l'Allemagne, par exemple, a accueilli plutôt favorablement. Bien sûr, maintenant, il va falloir qu'on regarde précisément. Chaque État va regarder, une fois que la transcription aura été faite dans sa langue, parce que tout le monde ne parle pas le français, regardant un petit peu. Mais c'était plutôt un avis favorable de principe sur... En effet, on a un président qui veut réinvestir la scène européenne et on a besoin de cet engagement européen pour réussir. Parce que la grande idée d'Emmanuel Macron, c'est on ne pourra pas s'en sortir tout seul dans le monde, la France toute seule, l'Allemagne toute seule. On a en effet des puissances ennemies, rivales, la Chine, les États-Unis, qui sont les principaux concurrents de l'Europe. Et si on veut peser sur ces relations internationales et que la place de l'Europe dans le monde soit suffisamment grande dans 50 ou 100 ans, il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on règle en effet un certain nombre de dossiers qui n'ont pas été réglés jusqu'à présent. Peut-être en effet c'est pour ça qu'il y avait des amants des peuples. Et là en effet il pose en effet un certain nombre de bases sur la sécurité, l'immigration, des choses dont on voit bien dans les eurobaromètres qui sont faites au niveau de l'Union européenne, que c'est en effet des choses qui se préoccupent les citoyens. Donc s'il y a une réponse européenne qui est apportée à ces deux sujets qui n'étaient pas des compétences européennes aujourd'hui, peut-être ça va redonner... Comment apporter ces réponses? Parce que l'Europe se casse les dents quand même sur ces dossiers depuis quelques années. Pourquoi là ça marcherait? Je pense que c'est le moment aussi qui crée l'opportunité. C'est qu'on a les élections françaises qui sont derrière nous, les élections allemandes qui viennent de se dérouler, avec maintenant un processus de création de cette nouvelle coalition qui va prendre sans doute un petit moment, mais qui va quand même fixer les choses en Europe pendant un bon moment. C'est-à-dire que les deux principaux pays de l'Union auront une période de stabilité relative devant eux. Je pense que c'est la clé, c'est-à-dire que le tempo doit être regardé. Si en 2018, l'année prochaine, tout cet esprit retombe et cette initiative n'est pas transformée en projet concret de réforme et d'accord au sein de l'Union européenne, je pense que c'est foutu. C'est-à-dire que... Donc il faut que ça aille très vite. Il faut que ça aille très vite et il faut qu'il y ait un effet d'entraînement auprès d'un certain nombre d'autres pays. Le problème, c'est que l'Europe est dans un état aujourd'hui qui n'est pas nécessairement le plus favorable à des grands projets. Parce que justement, il faut que ça aille très vite, mais sur une durée de 10 ans, à l'échelle de la politique politicienne qu'on a pu voir en Europe récemment, est-ce que 10 ans, ça paraît possible ?
Déjà 10 ans, ça pourrait être en effet le mandat que Emmanuel Macron imagine comme étant le sien. S'il a été élu pour 5 ans, il pourrait estimer que la Constitution le permettant, il pourrait être élu une deuxième fois et faire 10 ans. Non, mais c'est 10 bien ans à l'échelle politique de nos jours, ça paraît très long. Il ne faut pas être sur le court terme uniquement parce que malheureusement, vous l'avez dit, nous on a fait notre processus électoral, donc en effet ça donne un certain temps. Les Allemands réussiront à faire un gouvernement et dans les gens qui sont pressentis pour faire partie de la coalition, que ce soit les Verts ou les libéraux, ce sont des partis pro-européens, donc il n'y aura pas de... Un peu plus nuancé sur les libéraux quand même. Oui, mais ils mettent des conditions, mais ce ne sont pas des anti-européens. Ils siègent au Parlement européen dans des groupes pro-européens, ce n'est pas des anti-européens primaires. Donc, par contre, il y a des élections en Italie l'année prochaine qui sont très incertaines d'abord parce qu'on ne connaît pas encore le mode de scrutin et que les sondages donnent des choses, etc. Donc, il faut avoir l'ambition d'aller au-delà du court terme. C'est un peu en cela que je dis qu'il avait des accords de Schuman, parce que si on avait fait voter les Français le 9 mai 50 pour dire voulez-vous vous réconcilier avec l'Allemagne et faire en effet des choses, je pense qu'il n'aurait pas eu le soutien de la population. Par contre, il y avait un souffle de dire on n'a pas fait l'Europe, on a eu la guerre, donc maintenant faisons en sorte qu'on ait l'Europe pour ne plus faire la guerre. Et ça, au moins, c'est un des grands acquis de l'Union européenne, parce qu'en effet, nous n'avons pas eu la guerre sur notre territoire depuis 70 ans. L'autre atout d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a l'effet repoussoir de ce président américain sur lequel une bonne partie de l'Europe a reposé pendant des décennies pour sa sécurité et son statut dans le monde, et qui aujourd'hui apparaît comme un allié pour le moins improbable et voire négatif. Donc ça a provoqué, je pense, entre le Brexit et l'élection de Trump, ça a provoqué quand même un vrai sursaut en Europe auprès de gens qui jusqu'à présent étaient plutôt dans la complaisance vis-à-vis de cette situation, en disant mais il n'y a pas urgence à réformer les choses, et qui aujourd'hui se disent voilà, on est dans un monde qui a changé, pas forcément à l'avantage de l'Europe. Vous évoquez l'un et l'autre les élections allemandes, c'était dimanche dernier. Angela Merkel, la chancelière, réélue, mais une réélection qualifiée de victoire cauchemar dans la presse allemande. Est-ce que la nouvelle donne allemande, on verra quelle coalition va se mettre en place, mais est-ce que cette nouvelle donne allemande peut être un frein au projet d'Emmanuel Macron, à son rêve d'Europe? Non, moi je suis de l'avis contraire. Je pense en effet que Angela Merkel avait besoin que la France réaffirme son intention européenne pour pouvoir peut-être dans les négociations qui vont s'ouvrir dire, vous voyez, il va falloir, on nous tend la main, la France, là il faut falloir qu'on réponde, il faut qu'on apporte une réponse, et dans les accords de la négociation qu'elle va entamer à partir du 15 octobre, il va y avoir peut-être en effet de sa part l'idée de dire mais bon, il faut qu'on soit nous en état aussi de pouvoir jouer notre rôle à côté de la France à partir du moment où on aura une coalition, c'est-à-dire peut-être avant ou après Noël. Est-ce qu'il y a l'intention aussi d'Emmanuel Macron de peser sur cette discussion propre à l'Allemagne? Le timing de son discours à la Sorbonne était totalement lié à l'échéance électorale allemande. C'était 48 heures après, avec cette ferme intention de profiter d'un élan. Il faut se souvenir quand même, parce que Emmanuel Macron joue son quinquennat dans cette affaire, parce que les réformes internes en France sont totalement liées à son projet européen. Et lorsqu'il a été voir Angela Merkel juste après sa propre élection au printemps dernier, elle lui a dit tout ça est très sympathique et tu es formidable, mais j'attends les actes. Et les actes, c'est effectivement les réformes qui sont en cours en France et qui sont clairement destinées à réaffirmer la crédibilité de la France après une période où la France, en gros, ne tenait pas beaucoup ses promesses. Ça, c'est sûr. C'est les Allemands, pour eux, c'est une condition de base. Il y a plutôt un a priori favorable, mais il faut qu'on fasse les réformes pour retrouver la crédibilité qu'on a perdue à faire, en effet, ces réformes et à ne plus être en dehors des clous européens. Mais pour l'Allemagne, ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que l'Allemagne change. On l'avait dit, la situation économique, etc., fait qu'aujourd'hui, les cartes politiques sont un peu rebattues, y compris dans un État où il y a en effet de bons résultats économiques. Et il y a en effet des incertitudes qui ont fait qu'en effet, cette droite nationaliste, AfD, est entrée au Parlement et va un peu compliquer la vie de la vie politique allemande, parce qu'on se dit que maintenant, ils sont là, et combien de temps ils resteront là? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les faire diminuer? Parce qu'on pensait qu'ils allaient rentrer, mais on ne pensait pas qu'ils allaient faire plus de 10%. Là, c'est 12,5%. Pierre, vous évoquiez tout à l'heure la consultation des Européens. Emmanuel Macron a promis une grande consultation sur l'avenir de l'Europe à l'échelle européenne. Comment ?
C'est faire des conventions. Alors, très rapidement, son idée, c'est il faut qu'en effet, les citoyens se réapproprient l'Europe. Donc, on ne va pas faire des discussions entre nous, entre soi, entre gens de la diplomatie, entre gens de cabinet ou de président, bien sûr. Mais il faut aussi qu'on fasse des conventions sur le terrain. Et il ne veut pas les faire qu'en France. Son idée, c'est de faire en sorte que on en est un peu partout. Son agenda, c'est pas 2018, c'est 2019. 2019, ce sont les élections européennes et le renouvellement de la Commission. Et donc, comme la dernière fois, dans un certain nombre de pays, dont la France et le Royaume-Uni, la plus grosse délégation de députés a été faite par des partis eurosceptiques en Grande-Bretagne, franchement extrémistes en France. On se dit que s'il n'y a rien qui est fait dans ces élections européennes, quel va être en effet le résultat? Donc, il essaie de se prémunir en disant donnons la parole aux citoyens, faisons en sorte qu'ils s'approprient l'Europe et après on en tirera nous des conclusions pour pouvoir faire en effet cette campagne de 2019. Le magazine britannique cette semaine, The Economist, titre sur le nouvel ordre européen, un dossier spécial de 10 pages qui passe en revue le projet de transformation porté par Emmanuel Macron en France. Évidemment, il y a une référence à l'Europe qui est évidente. Emmanuel Macron est-il le nouvel homme fort de l'Europe ? Thomas. De facto, il est le plus neuf, entre guillemets. Donc voilà, il vient d'arriver sur la scène. Il est très pro-européen. Ces deux discours, quand même, il a fait deux discours assez forts à quelques semaines d'intervalle. Ce qu'on n'avait pas connu auparavant avec François Hollande, dont on ne savait pas vraiment où il allait, et Nicolas Sarkozy, qui avait un rapport assez ambigu à l'Europe, et Angela Merkel, bien qu'ils soient du même bord politique, entre guillemets. Et là, il semble qu'effectivement, c'était ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est important. Emmanuel Macron est là encore pendant 4 ans et demi. Angela Merkel est là pour, pareil, 4 ans et demi, temps de former sa coalition. Ils sont installés, il semble qu'ils s'entendent assez bien. Je crois qu'ils s'appellent 3 fois par semaine. Donc il y a beaucoup d'échanges entre les deux. Emmanuel Macron a donné des gages à l'Allemagne et Angela Merkel a démontré sur le plan politique intérieur, mais aussi européen, que c'est quelqu'un d'assez malléable, en fait. Elle n'est pas aussi rigide qu'on le dit. Et quand on réussit à discuter avec elle, elle est capable ce qui est sa grande force, de coopter les idées des autres. Donc voilà, je pense que par rapport à son idée qu'a avancé Macron, qui sont peut-être limites en Allemagne, du fait qu'il va y avoir une pression de l'AfD, du fait que le SPD va aussi devenir un parti d'opposition, alors qu'auparavant, il se taisait un peu, ça va changer la donne. Et le rapport, il y avait quelque chose d'assez important, c'est qu'au Parlement européen, jusqu'à maintenant, le SPD et la CDU, enfin leur équivalent européen, faisait bloc et c'était très compliqué. Maintenant, ça va réintroduire une certaine dynamique en relation avec l'opposition interne allemande et le Parlement européen. Si Emmanuel Macron est l'homme fort de l'Europe, vous me parlez de l'Allemagne. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose derrière? Je vous laisse conclure, Pascal. Non, il n'y a pas d'homme fort en Europe, parce que l'Europe ne peut avancer que si il n'y a pas un État qui est supérieur aux autres. Il y a des États, bien entendu, qui sont plus importants que d'autres par la taille, par l'histoire, etc. Mais il faut que tout le monde joue la carte. Et l'idée de Macron, c'est de dire, moi j'ai mon rôle de proposition, maintenant j'aiderai tous ceux qui veulent venir, pour qu'on sorte en effet un certain nombre de sujets, pour avancer tous ensemble si c'est possible. Et si on n'y arrive pas, ne pas être bloqué, parce qu'il n'y a rien de pire pour le citoyen de se dire, mais voilà, ils se réunissent, ils ne sont pas capables de se mettre d'accord. Et dernier point, il est jeune, mais il risque d'y avoir plus jeune dans 15 jours, parce que le Premier ministre autrichien pressenti, si le parti gagne, n'aura que 31 ans. Et donc il y a une nouvelle génération. C'est intéressant de voir qu'il y a peut-être une nouvelle génération qui veut donner une nouvelle impulsion à l'Europe avec plus près de la jeunesse, etc. Emmanuel Macron, si jeune, est déjà si vieux, si je vous comprends bien. Je rappelle quand même, avant de conclure sur ce thème, que le président du Conseil européen, Donald Tusk, promet dans 2 semaines un agenda politique sur la base de ces propositions formulées par la France, ce qui veut dire qu'on va forcément en reparler dans Kiosque. Mais je vous propose qu'on avance et qu'on revienne un petit peu dans l'actualité. Au week-end dernier, où ça a chauffé un peu dans les stades américains, des dizaines de sportifs genoux à terre pendant l'hymne national. Ce geste, rappelez-vous, initié il y a 1 an pour protester contre l'oppression des Noirs, est devenu un symbole de l'opposition à Donald Trump. On va y revenir. Mais tout d'abord, un petit rappel historique sur l'activisme politique des sportifs américains. En 1936, Jesse Owens est un héros national. En dépit de ses 4 médailles d'or aux Jeux de Berlin, le sprinteur afro-américain est snobé par le président de son propre pays. C'est la ségrégation raciale aux États-Unis. Puis, le boxeur Mohamed Ali défie le gouvernement américain. En 1967, le champion poids lourd refuse d'aller combattre au Vietnam. Pourquoi les abattre? Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. En conséquence, Ali perd sa licence de boxeur pendant 3 ans.
L'injustice sociale en sol américain est dénoncée par 2 médaillés olympiques aux Jeux de Mexico. Sur le podium devant le monde entier en 1968, Tommy Smith et John Carlos brandissent le poing vers le ciel. Les 2 sprinteurs portent un gant noir, symbole de la lutte contre le racisme aux États-Unis. I'm Tiger Woods. I'm Tiger Woods. I'm Tiger Woods. I'm Tiger Woods. À la fin des années 90, la nouvelle grande vedette du golf est un Afro-Américain, Tiger Woods, détonne. Il enregistre un message publicitaire dans lequel il précise que la couleur de sa peau l'empêche encore de jouer sur les parcours de certains clubs de golf aux États-Unis. En 2014, un jeune noir non armé est tué par la police de Ferguson au Missouri. En guise d'appui aux manifestants contre la violence envers les minorités, 5 joueurs des Rams de Saint-Louis se pointent sur le terrain, main en l'air, avec comme message aux policiers « Ne tirez pas ». Une soirée de gala en 2016 est aussi l'occasion pour le joueur de basketball LeBron James de passer le sien. Speak up, use our influence, and renounce all violence. Au tennis, pendant 13 ans, Serena Williams refuse de participer au tournoi d'Indian Wells, fâchée que sa famille soit la cible d'insultes racistes de la part des spectateurs. Toutes ces tensions raciales aux États-Unis font qu'aujourd'hui, l'interprétation de l'hymne national américain va au-delà de la manifestation patriotique. Thomas, l'engagement politique aux États-Unis des sportifs, c'est une vieille tradition. Et je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on voit une résurgence de ce militantisme encore? Je pense qu'il a toujours continué parce que le sport aux États-Unis est pour longtemps un des rares chemins d'accès à la notoriété, à la célébrité, au pouvoir et à l'argent qu'avaient les Noirs américains. Aujourd'hui, il y a bien plus de chemins d'accès, mais ça reste quand même une voie d'accès privilégiée. Et donc, souvent, les sportifs noirs, qu'ils le veuillent ou non, se retrouvent porteurs des espoirs et de la condition noire en général. Et c'est souvent vers eux qu'on se tourne pour effectivement manifester publiquement les difficultés, les problèmes. Et voilà, aujourd'hui, il y a aussi des acteurs qui font ça, il y a quelques hommes politiques, mais ça reste quelque chose de très fort dans la communauté noire. Et en particulier, là, ce qu'a fait Colin Kaepernick et les autres, c'est dans le football américain, où il y a énormément de joueurs noirs. C'est une ligue qui est très suivie par les Blancs, par les Noirs aux États-Unis, et où la plupart des grands joueurs sont des athlètes noirs. Vous parliez de Colin Kaepernick, on va faire un petit rappel. Tout a commencé il y a un an avec ce footballeur américain. Il a défrayé la chronique en mettant un genou à terre pendant l'hymne national. Il avait déclaré « Je ne vais pas me lever et être fier d'un drapeau d'un pays qui oppresse les Noirs et les gens de couleur ». Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le mouvement Black Lives Matter fait son entrée dans les stades américains ? C'est en lien. Je pense que le mouvement Black Lives Matter est à part. Le geste de Colin Kaepernick, c'était effectivement de l'an dernier, mais ça fait 2 ans qu'on voit, parce que tout simplement c'est filmé, ça existait auparavant, mais on le voyait moins parce qu'il y avait moins de diffusion des smartphones, des jeunes noirs, la plupart du temps, abattus ou agressés par des policiers dans des circonstances qui laissent un peu les bras ballants à tous les spectateurs qui voient ça. Et il y a une demande... Parce que les services de police, en généralisant les services de police partout aux États-Unis, ont quand même une certaine tendance à être plus répressifs à l'égard des Noirs américains. Et donc, il y a une demande de dire il faut réformer la police, il faut changer. Et c'est possible. La ville de Los Angeles a changé ça. La police de Los Angeles a beaucoup changé depuis l'époque où ils avaient... ils avaient tabassé, je ne me rappelle plus son nom, j'ai oublié le nom d'un automobiliste qu'ils avaient tabassé. Ça avait déclenché les émeutes de 94 à Los Angeles. Et aujourd'hui, 30 ans après, la police de Los Angeles est réformée. Donc, ces polices sont réformables. Et c'est un peu l'initiative prise par Colin Kaepernick et les autres qui l'ont suivi de dire il faut faire quelque chose parce que ça peut bouger. Et comme souvent, Donald Trump en a profité pour jeter de l'huile sur le feu. En meeting dans l'Alabama, c'était il y a 8 jours. Il a estimé que les joueurs de football américains de la NFL qui se livrent à des protestations pendant l'hymne devraient être virés. On l'écoute. N'aimeriez-vous pas voir des dirigeants de la NFL, quand quelqu'un ne respecte pas notre drapeau, dire « Sortez ce fils de du terrain, dehors, il est viré, il est viré !» Donald Trump, toujours assez classe, insultes et provocations suivies d'une volée de tweets dont il a le secret. Est-ce que Donald Trump a tort de s'en prendre à des sportifs qui sont un peu des icônes aux États-Unis ? Il a tort surtout de mettre de l'huile sur le feu au lieu d'être un président qui rassemble. Il est le président qui divise. Et il fait ça systématiquement depuis son élection dans tous les domaines.
que ce soit il y a quelques jours aussi avec la maire de San Juan à Porto Rico. Mais là, on parle d'icônes, on parle de héros américains. Ça peut se retourner plus vite. Mais c'est une attitude non, je ne suis pas sûr, parce qu'il s'adresse à sa base, à son précaré d'électeurs qui lui restent fidèles et qui le soutiendront quoi qu'il arrive. Et il vit de la polémique. Donc il alimente la polémique parce qu'il s'en nourrit. Et là, il réussit à polariser les gens. Et il y a un sondage cette semaine qui montre que pour les Américains aujourd'hui, le nombre d'Américains qui considèrent que la question raciale est un problème majeur est le plus élevé depuis 20 ans aux États-Unis. Cette question, alors c'est pas simplement dû à Trump évidemment, puisque Black Lives Matter par exemple c'est un problème antérieur à l'arrivée de Trump, mais on aurait pu imaginer qu'un président cherche à apaiser ces tensions et au contraire il est en train de les accentuer et en plus il cherche cette polémique. La mère d'un des footballeurs a fait un tweet extraordinaire en réponse au tweet, parce que beaucoup de choses se passent sur Twitter dans ce théâtre américain. Comme Trump avait dit que ses fils de pute soient virés du terrain de sport, elle a répondu « Je suis une mère, une pute fière ». Voilà. Oui. Et donc on est à un niveau quand même entre le président des États-Unis et même nous ici finalement à dire des mots qu'on n'aurait jamais imaginé dire sur un plateau. Mais c'est incroyable. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir avec Donald Trump, c'est aussi ça, c'est qu'on finit par nous essayer de commenter une actualité puis se retrouver à dire ce genre d'insultes sur un plateau, en tout cas en faire part. Moi, je trouve en effet que Donald Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a plus de 6 mois, en effet exacerbe les tensions, quelles qu'elles soient, alors que ce soit avec les joueurs de football ou des sportifs. C'est vraiment des oppositions et on sent en effet que les tensions, quelles qu'elles soient, pas seulement avec la communauté noire, j'ai l'impression qu'il y a une exacerbation de toutes les tensions et qu'on est, je vais pas dire, mais qu'on est quand même pas très loin de guerre civile si en effet l'exacerbation continuer, parce qu'il y a tellement de tensions et il en rajoute, comme vous l'avez dit, tout le temps un peu, voulant être celui qui a le dernier mot, qui est avec un humour quelquefois qui est assez douteux. Et donc ça se retranscrit aussi sur la communauté internationale parce que finalement, on doit composer avec ce personnage qui a été élu et qui est donc président pour les 4 ans, 3 ans et demi encore, mais où en effet la place qu'il joue est un peu particulière. Il faut donc chercher des alliances, essayer de le contourner sans le blacklister complètement parce que comme il est imprévisible, on se dit que si on le laisse courir dans son coin, donc c'est un peu comme en voile, il faut marquer l'adversaire pour pas le laisser partir dans un coin et après ne plus le rattraper. On a la même chose, regardez, avec la Corée du Nord, on avait l'impression que quand même remettre Kim Jong-un dans cette situation, c'était pareil, on avait exacerbé les tensions internationales avec un dictateur nord-coréen. Si on revient à cette question du sport, de ce qui se passe cette semaine aux États-Unis, il se passe plein d'autres choses. Dès qu'on parle de Donald Trump, il se passe aussi beaucoup d'autres choses. Mais pour rester sur notre angle qui est celui des sportifs, est-ce qu'il est en train de relancer cette question raciale dans le sport? Parce qu'on peut le dire, il y a aux États-Unis des sports de blancs regardés par des blancs, des sports de noirs regardés par des blancs. Enfin, tout ça est très codifié en quelque sorte. Est-ce qu'il met un peu le souk là-dedans? Oui et non, parce que ce qui est particulier avec la National Football League à laquelle ils sont pris, c'est que c'est une ligue qui est regardée par les Noirs et par les Blancs, et où jouent et des Noirs et des Blancs. Donc ça, c'est une spécificité. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas que le sport. Je crois que c'est le New York Times qui avait publié il y a quelques mois la liste de toutes les personnes que Donald Trump avait insultées, et il y en avait une pleine page. Il y avait effectivement de toutes les catégories de des hommes politiques jusqu'aux artistes, en passant par des personnalités de la télévision, etc. Et les femmes. Et les femmes en particulier. Mais c'est vrai qu'après, il faut pas se masquer. Cet homme est raciste, il est machiste, et voilà. Et il s'en prend toujours à ces cibles-là. Mais par ailleurs, il ne faut pas non plus être dupe. Pourquoi est-ce qu'il intervient dans ce débat qui n'a pas lieu d'être? C'est aussi... Et je ne pense pas que c'est une stratégie, mais Trump est un instinctif. Il cherche à masquer le fait que derrière, il ne se passe rien. Au sens où son fameux plan d'assurance santé qui n'a pas réussi à le faire passer, il a été obligé de passer un accord budgétaire avec les démocrates, ce que ne supporte pas sa base. Derrière, il ne se passe pas grand-chose, il n'arrive à rien faire. Donc c'est une manière de toujours faire parler de lui, de détourner l'attention de l'enquête du FBI sur l'implication russe et sur ses connivences. C'est-à-dire qu'il a On a aussi vu cette semaine le fait que son gendre, Jared Kushner, possédait un serveur email privé
alors que c'était un de ses principaux arguments durant sa campagne contre Hillary Clinton, de dire qu'Hillary Clinton n'avait pas utilisé des serveurs du State Department, mais des serveurs donc rien ne va pour Trump, et donc chaque... et voilà, et c'est une manière de détourner l'attention, c'est le jeu du bonneto, voilà. Et quand même, pour rester sur une note positive sur les États-Unis, il y a quand même eu cette semaine cette vidéo qui a fait le tour du monde de ce général patron d'une école militaire, je crois de l'armée de l'air, et qui, réagissant à des insultes racistes contre des cadets noirs dans les dortoirs, a fait un discours en disant si vous n'êtes pas capable de traiter des gens d'autres races ou d'autres genres de manière humaine, dehors. Et cette vidéo où on voit cet homme qui a demandé à plusieurs milliers de militaires de le filmer pour pouvoir étudier son discours. Enfin, c'est un... Voilà, et on parle d'un général blanc qui prend une position de principe implacable contre le racisme. Et qui a pris cette position après que 5 élèves arrivés dans son académie étaient victimes de racisme. Et ça c'est plutôt... voilà, ça donne une autre image de l'Amérique et tout ça cohabite dans ce pays complexe. Et pour aller dans le sens de Pierre, c'est vrai que le fait que Trump s'en prenne aux Noirs, aux athlètes noirs, ça a créé ce réveil. Donc il y a ce général qui était clair qu'il y avait aussi un message politique à adresser. Oui. Et on voit, par exemple, on a vu dans le petit sujet que vous aviez fait, LeBron James, qui est le joueur le plus connu, le meilleur joueur de basket aux États-Unis aujourd'hui, est un type qui, il y a 10 ans, ne tenait aucun discours politique. Enfin, il y a même encore 5 ans, il ne savait pas parler d'autre chose que de sport. Et maintenant, il est devenu un peu une figure emblématique de... Voilà, quand il a tweeté lui aussi, juste après les insultes de Trump, c'était très fort son message à l'égard de Trump. Et voilà, du coup, Trump oblige certaines personnalités à sortir de leur champ, à prendre des positions. Voilà, il réussit, bon, c'est peut-être un peu facile de dire ça, mais à exacerber aussi, à faire ressortir le meilleur de l'Amérique. Voilà, le meilleur de l'Amérique grâce à Trump. On l'a dit, on n'imaginait pas qu'on le dirait un jour. Pour rappel, vous évoquiez les émeutes à Los Angeles, on ne retrouvait plus le nom, c'était Rodney King. Voilà, Rodney King, voilà. Exactement, comme ça on est complet sur le thème. Merci. On continue avec cette information qui n'est pas passée inaperçue cette semaine. Les femmes auront bientôt le droit de conduire en Arabie Saoudite. Je vous propose de célébrer cela en musique avec le réalisateur et musicien saoudien Majel Assa. Et ce titre, ce qui est sorti en fin d'année dernière, mais qui garde toute sa saveur, des femmes qui claquent dans leurs mains, qui dansent et qui chantent « Que Dieu nous débarrasse des hommes ». Pascal, est-ce qu'il faut se débarrasser des hommes comme le préconisent les Saoudiennes ? On a besoin des hommes. Bien évidemment, la société marche sur deux pieds. Donc, si avec des femmes, mais si avec des hommes aussi. Non, c'est très agréable ce petit plic. On revient de loin en Arabie Saoudite. On part du profond des ténèbres sur la condition féminine. En effet. Faire une information sur elles vont avoir enfin le droit de conduire. On pensait que c'était dans le monde entier possible. Et donc là, on s'aperçoit qu'en effet, ça n'existait pas. Donc c'est un premier pas, mais ça doit être que le premier pas. Ouais. La lutte est encore longue pour qu'en effet, les Saoudiennes soient vraiment des êtres à part entière avec des droits complets et ne soient plus dépendants de mari, de frères, de pères. Parce que les Saoudiennes n'ont pas le droit de voyager ou de travailler sans la permission d'un homme, en fait. Alors, la femme qui est derrière vous, là, sur l'image, elle s'appelle Manal Al-Sharif. Et en mai 2011, elle a fait cette vidéo en conduisant dans les rues de Jeddah. Et elle raconte dans le New York Times cette semaine comment elle a été arrêtée en pleine nuit chez elle, emprisonnée pendant une semaine et maltraitée par les policiers, et qu'elle n'a dû son salut qu'au fait que son père avait plaidé auprès du roi pour qu'on la libère. Et qu'elle avait dû s'exiler. Aujourd'hui, elle vit en dehors d'Arabie Saoudite pour pouvoir continuer une vie normale avec sa famille. Et elle appelle ce jour, donc, où maintenant les femmes vont être autorisées, le jour de l'émancipation.
Et elle compare ça au jour où les femmes américaines ont eu le droit de vote, etc. Et donc, il y a une dimension quand même symbolique très importante dans la vie des femmes qui ont l'impression qu'il y a un mur un mur de Berlin de l'enfermement qui s'est écroulé en Arabie Saoudite. Ça ne changera pas leur statut d'infériorité dans la loi, dans l'héritage face à la justice, etc. Mais je pense que c'est quand même symboliquement et effectivement extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe? C'est le roi Salman qui s'offre une bonne conduite en décidant ça, parce qu'il y a quand même, évidemment, c'est ce que vous soulignez, tout le monde en parle. On ne croyait pas pouvoir commenter encore ce genre d'actualité, mais tout le monde en parle, le monde entier en a parlé. C'est quoi? C'est le roi Salman qui se dit « je m'offre une bonne conduite » et c'est un geste très symbolique qui fait une bonne pub. Plus que le roi, c'est le prince héritier, parce que c'est lui qui contrôle un peu ça, qui est derrière tout ça. Mohamed Ben Salman, qui est le jeune prince héritier, qui est probablement futur roi. Effectivement, il y a un combat en termes d'image. C'est lui qui décide. Et d'ailleurs, la monarchie, le royaume a bien insisté en disant que c'était le roi qui octroyait le droit aux femmes de conduire. Ça n'a pas été dit. Voilà, après 30 ans de combat, parce que ça fait 30 ans qu'elles se battent pour pouvoir conduire, c'est un droit qui a été gagné. Il fallait surtout bien présenter ça comme le roi qui leur offrait les choses. Et par ailleurs, il aurait été demandé quelques jours plus tard de ne pas célébrer trop fort, de ne pas faire trop de bruit autour de ça, parce que, voilà, imaginons, elles ont demandé le droit de conduire, peut-être que demain, elles vont demander le droit de vote, ça serait horrible. Donc, voilà. Et elles l'auront un jour, mais elles l'auront un jour, ça du temps, mais elles l'auront. Donc, effectivement, c'est en termes d'image, voilà, il y a aussi le royaume d'Arabie Saoudite a une image très mauvaise. Ils sont engagés depuis quelques mois dans une sorte de duel à distance avec le Qatar, qui, lui, est passé maître dans l'art de maîtriser la communication et de se présenter comme extrêmement progressiste. Et voilà, et Mohamed Ben Salman décide ça. Après, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi des raisons économiques derrière, puisque il y a de moins en moins de subsidies, de subventions données aux familles en Arabie Saoudite. Donc, du coup, les familles de la classe moyenne, où auparavant seul l'homme travaillait et pouvait faire bouillir la marmite, maintenant, il va faire 2 salaires. Donc, si les femmes ne peuvent pas se déplacer, elles ne vont pas pouvoir travailler. Donc, derrière ça, il y a l'idée aussi de favoriser le travail des femmes. Pascal ? Oui, c'est une transformation peut-être plus en profondeur de l'Arabie Saoudite. On arrive peut-être à la fin d'une période où le tout pétrole et la monarchie pétrolière étaient suffisantes pour faire bouillir la marmite, etc. Et si on veut changer l'image du pays, qui est quand même très rétrograde, arrêtons de se voiler la face, hein, là pour le coup, il doit faire tellement d'efforts qu'il faut bien qu'ils en fassent pour que l'image de ce pays soit un peu plus moderne par rapport, en effet, comme vous l'avez dit, à d'autres monarchies du Golfe, et que cette région qui est la plus mal représentée en termes de féminisation du monde, hein. L'Asie est juste derrière, mais il y a plus de femmes en Afrique, il y a plus de femmes en Amérique, il y a plus de femmes en Europe. Si vous voulez, donc, toute cette image-là de l'Arabie Saoudite est à revoir, parce qu'on voit bien que c'est la fin d'une époque et qu'il va falloir qu'ils se transforment radicalement s'ils veulent survivre au XXIe siècle avec une économie qui n'est plus basée sur, en effet, la rente pétrolière. Pierre ? La vraie question, c'est de savoir, est-ce que c'est simplement pour améliorer une image qui est déplorable? On a dit les raisons. On peut rajouter la guerre du Yémen, qui est un échec catastrophique, parce qu'on a réduit en ruine ce pays sans aucun résultat politique. Donc cette guerre dans laquelle... un coût aussi très important pour l'Arabie Et donc Saoudite. soit il s'agit simplement de redresser un peu l'image du pays, soit c'est d'amorcer une transformation. Je pense qu'on n'est pas capable aujourd'hui de le dire véritablement jusqu'où ira cette transformation, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les femmes saoudiennes, pour l'Arabie Saoudite et pour l'humanité tout entière. Est-ce que l'objectif de faire un peu comme dans d'autres, dans des pays des Émirats arabes unis, une ouverture socioculturelle, un verrouillage politique, les deux peuvent aller de pair? Et est-ce que c'est l'objectif de l'Arabie Saoudite aujourd'hui? Mais ce qui est compliqué, c'est que le pouvoir en Arabie Saoudite repose sur un accord passé entre la famille régnante, les Saouds, et le clergé wahhabite. Et voilà, donc le clergé qui est pire que rétrograde. Et donc, voilà, si la monarchie va trop loin dans les réformes, dans l'ouverture, voilà, et bien ils perdent le clergé et ils perdent le pouvoir. Donc il faut avancer, essayer de pas trop braquer le clergé wahhabite, et ce qui est très compliqué. Et en même temps, tous ces élites saoudiennes, ce sont des gens qui voyagent à l'étranger, qui ont fait leurs études à l'étranger, donc ils voient bien. Et le plan de Mohamed Ben Salman, qui est de passer à l'après-pétrole et de créer en gros une économie moderne basée notamment sur la finance,
pas tant l'industrie, mais surtout sur la finance, l'ouverture, le tourisme. On peut pas le faire dans une société complètement corsetée, que ça soit du point de vue des femmes, mais aussi du point de vue de la liberté de parole, etc. Donc, ils en sont encore très loin, mais je pense qu'il y a au moins la volonté des élites politiques d'avancer vers ça. Mais leur marge de manœuvre par rapport au clergé est très, très difficile à obtenir. On peut parler de modernisation autocratique, quelque chose comme ça? J'avais rencontré il y a quelques années une femme saoudienne réalisatrice qui avait fait un film qui était... D'ailleurs, les conditions de réalisation de ce film étaient incroyables puisqu'elle n'avait pas le droit de diriger une équipe d'hommes. Donc, elle était dans une camionnette à quelques mètres de la salle de tournage et elle suivait sur un écran et elle donnait ses instructions par téléphone. C'est quand même un peu surréaliste. Mais elle avait fait ses études aux États-Unis et elle disait que, en gros, on avait laissé des femmes aller faire des études aux États-Unis et revenir dans le pays en sachant pertinemment qu'elles ne rentreraient pas dans le corset de la même manière que les générations précédentes qui n'avaient pas pu faire ces études à l'étranger. Et donc, elle pariait sur le fait que on avait fait le pari de cette modernisation progressive, peut-être sur une durée beaucoup plus longue que les femmes sont prêtes à accepter et qu'aujourd'hui, le jeune prince héritier accélère le tempo. Mais en tout cas, il y a déjà quelques années, elle donnait cette idée que... il y avait eu un pari qui avait été fait sur la participation des femmes à une modernisation du pays. Pascal ? En plus, je crois que... Dans ce pays, les femmes ont alors pas un rôle public à affirmer, mais je crois qu'elles sont très bien organisées et qu'elles sont en train de vouloir changer les choses. Alors, il y a une vraie communauté qui est peut-être de femmes les plus diplômées, celles qui viennent de familles qui sont les plus aisées, etc. Mais il y a un mouvement qui se crée. Et moi, je vois que dans le monde arabe, comme on dit, les Saoudiennes ne se sont pas complètement absentes. Moi, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une réunion au Parlement européen où il y avait en effet que des femmes issues des pays du monde arabe. Et il y avait des Saoudiennes, alors qui commencent en effet un discours en faisant référence à Allah. Mais après, on voit qu'elles ont envie de faire bouger les choses. Et donc, je pense qu'il faut que la monarchie tienne compte de tout ça, parce que s'ils n'anticipent pas, il risque d'y avoir en effet des vraies contestations, ou du moins des vrais problèmes avec la condition féminine. Que pourront-elles faire tant que le système du tutorat existe? C'est ça le prochain combat en Arabie Saoudite qui pourrait arriver quand? Vous savez, personne n'attendait la levée de l'interdiction de conduire. Ça peut aller plus vite, peut-être qu'on le pense, mais ça on sera sait par pas. étapes, oui. Par exemple, le tutorat a été levé sur l'ouverture des comptes en banque il y a quelques mois. Voilà, d'un seul coup, elles ont le droit d'ouvrir des comptes en banque. Alors, effectivement... Là, la tutelle, c'est quand même autre chose. Nous, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a l'autorisation d'avoir un compte en banque sans le droit de nos maris. Donc voilà, c'est pas... Voilà, c'est progressif. Peut-être que toujours, selon comment ça se passe avec les religieux, peut-être qu'il ira plus vite, le roi, peut-être qu'il ira moins vite. Voilà, c'est un rapport de force interne à l'Arabie Saoudite. Jusqu'où peut-il aller ? C'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens et qui donne envie d'espérer que la condition de la femme en Arabie Saoudite et ailleurs progresse encore, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et on va... avec juste un mot, avec cette idée aussi que paradoxalement, alors que beaucoup de gens pointent du doigt l'Iran, la République des Mollahs, etc., l'Arabie Saoudite était beaucoup plus en retard, notamment sur la place des femmes, que l'Iran. Et c'était quand même difficile à défendre sur le plan diplomatique, de se dire on est l'allié de l'Arabie Saoudite parce que l'Iran c'est dangereux, mais qu'en fait dans la société c'est exactement le contraire qui se passait. Donc il y a un petit rééquilibrage là qui se passe. Et en parlant de rééquilibrage, moi je propose qu'on garde ces messieurs avec nous. Pascal, qu'est-ce que vous en dites? Oui. On continue. Vous êtes on continue dans la parité avec les hommes et les femmes. Avec les femmes, un statut de la femme rénové. Ça ferait l'objet d'un autre bon débat. Vous êtes trop bonne. On va enchaîner parce que je pense que la suite va vous intéresser aussi avec cette information cette semaine également. Netflix ne paiera pas de taxes au Canada. Un accord a été trouvé avec le gouvernement. Le site de vidéo américain allouera 500 millions de dollars à des projets canadiens dans les 5 prochaines années. Un accord qui soulève des questions, notamment au Québec. Écoutez, le réalisateur Denis Villeneuve, en promotion pour ce dernier film, la super production hollywoodienne Blade Runner 2049, c'était cette semaine sur Radio-Canada. À la distribution, il y a un problème, à savoir que les films, tout le monde dans le monde va pouvoir voir Blade Runner 2049. Ce ne sera pas compliqué de voir le film, mais il y a des très beaux films d'auteurs qui sont plus pointus.
Et ça, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à ce cinéma-là. Que ce soit le cinéma européen ou le cinéma québécois, j'espère que ces nouveaux canaux de distribution-là vont permettre d'avoir accès à une mosaïque un peu plus variée. Et on rejoint tout de suite à Montréal Sylvain Lafrance, ancien vice-président de Radio-Canada. Vous êtes aujourd'hui professeur à HEC, voilà, on vous voit. Professeur à HEC Montréal, vous présidez le conseil d'administration du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Bonjour à vous en ce dimanche matin et un grand merci d'être ici avec nous en direct dans Kiosque. Oui. Première question qu'on a envie de se poser quand on regarde votre actualité culturelle, c'est cette question. Est-ce qu'Ottawa est en train de brader et de sous-traiter sa politique culturelle aux États-Unis? Autrement dit, est-ce que dorénavant, les décisions vont se prendre en Californie pour le Canada? C'est une chose, en tout cas, qu'on a beaucoup entendue cette semaine. Il faut dire que, pour le contexte, jeudi dernier, Mélanie Joly, qui est la ministre du Patrimoine, c'est ici la ministre de la Culture sur la scène fédérale, annonçait sa vision de la politique culturelle à l'ère numérique. C'était ça le projet. Il y avait dans l'annonce, d'ailleurs, et dans cette vision-là, beaucoup de bonnes nouvelles pour le milieu de la culture, le milieu de l'audiovisuel. Il y a une stabilisation des fonds de financement en télévision, la création de fonds d'exportation, révision du mandat et renforcement du mandat de Radio-Canada. Donc, beaucoup de choses positives. Mais il y avait cette question de la fiscalité qui est très difficile parce que les grands joueurs, comme Netflix, les grands joueurs internationaux, ce qu'on appelle généralement les GAFA, ne paient pas de taxes au Canada. Ils ne paient pas la TPS, qui est l'équivalent de la TVA. Et ils ne paient pas les redevances, comme les autres distributeurs, qui servent à financer l'industrie de la télévision. Alors, ça a créé, naturellement, ça a monopolisé tout le débat. Toute l'annonce de Mme Joly est passée quasi inaperçue devant cette question-là de Netflix. Parce que c'est vrai que décidé, cette fois-là, le gouvernement a comme confirmé que les grands joueurs internationaux n'ont pas à payer des taxes qui s'appliquent à tout le monde, et ça crée donc, pour plusieurs, une iniquité fiscale, une sorte d'injustice commerciale. Les joueurs canadiens doivent fournir dans le système, alors que les joueurs américains, parce qu'ici, souvent, les grands joueurs internationaux sont des joueurs américains, eux n'ont pas à contribuer au système. Alors, le montant qui a été versé, qui est d'environ 65 millions d'euros par an, est là, mais il y a quand même un principe maintenant qui est qu'avec les grands joueurs internationaux, on négocie, alors qu'avec les joueurs canadiens, on impose une taxe. Est-ce que ça veut dire, du coup, que le Canada a ouvert la boîte de Pandore à rebours de ce qui se fait dans le reste du monde, là? Oui, je pense que oui, ils ont ouvert une boîte de Pandore, surtout de la part d'un gouvernement qui, jusqu'à maintenant, est assez bien perçu sur la scène culturelle. Ils ont fait le refinancement de Radio-Canada, le refinancement du Conseil des arts. C'est un gouvernement qui est plutôt favorable au monde culturel. Et là, avec cette question-là de Netflix, ils ouvrent une boîte de Pandore qui est beaucoup plus large que la culture et l'audiovisuel. C'est toute la question de la fiscalité qui se pose avec notre voisin américain. Tout ça se passe aussi sur une toile de fond qui est la renégociation de l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord, qui est une chose complexe actuellement, avec un président américain assez impétueux. Donc, visiblement, il y a une fragilité dans tout ça, il y a une complexité dans tout ça. Mais c'est clair que, vu des milieux de la culture, particulièrement en francophonie, parce qu'au Québec, la ministre n'a pas exigé qu'il y ait des quotas de production francophone de Netflix. Donc, on ne sait pas ce que Netflix va investir en production francophone. Et on peut penser que Netflix a un intérêt à produire en anglais, d'abord pour son propre marché américain et ensuite pour l'exportation dans le monde. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes qui ont été exprimées dans les milieux culturels. Et je dirais que cette question-là de Netflix a fini par complètement monopoliser ce débat de la politique culturelle cette semaine. Restez avec nous, on revient vers vous dans un instant. Je me tourne vers vous, Pierre. Contrairement au Canada, il y a des pays comme la France, comme l'Australie qui ont décidé d'imposer une taxe à Netflix et consorts, parce que c'est pas que Netflix. À partir de janvier, en France, ce sera 2% sur le chiffre d'affaires, 10% en Australie depuis juillet. Est-ce que c'est une méthode qui rapporte plus que l'accord canadien? On parle de 500 millions sur 5 ans, c'est pas énorme. Alors, il y a deux sujets, l'un qui est celui de la création culturelle et du financement de la création culturelle, et l'autre qui est celui de la taxation des GAFA, comme ça a été expliqué. Et là, il y a un enjeu européen en ce moment qui est très fort, puisque la France et un certain nombre d'autres pays ont pris l'initiative de faire que les GAFA soient taxés là où se crée la richesse et non pas là où ils ont installé un siège social en profitant des niches fiscales qu'ont l'Irlande et le Luxembourg principalement. Et donc là, on voit bien qu'il y a les mêmes débats des deux côtés de l'Atlantique, parce qu'on est confronté aujourd'hui à des entreprises multinationales américaines
dans le secteur numérique et en l'occurrence du cinéma, qui sont avec une puissance supérieure à celle des États et avec lesquels, jusqu'à présent, on n'a jamais traité d'égal à égal. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'inverser ce rapport de force? Ça reste à voir et l'Europe sera un test très important dans les prochaines semaines. Sylvain Lafrance, je me tourne vers vous à nouveau. C'est un accord entre Netflix et le gouvernement canadien sur 5 ans. Que va-t-il se passer dans 5 ans? Ben voilà, la ministre parle d'un plan de transition. Elle dit qu'il faut continuer de réfléchir. Il faut dire que ça met la ministre dans une position un peu contradictoire parce que la ministre dit depuis 2 ans il faut que tout le monde accepte de passer au numérique, il faut que tout le monde accepte le changement, il faut accepter que les règles du jeu sont changées. Sauf pour la fiscalité, semble-t-il, parce qu'on refuse donc d'adapter la fiscalité à l'ère numérique. Cela dit, ce n'est pas une question simple, naturellement. Et comme je le disais, ça se fait dans un contexte de négociation canado-américaine un peu fragile ces jours-ci, avec la renégociation de l'accord de l'ALENA. Mais il reste que c'est vrai que, vu du Canada, ça crée une situation, vu en tout cas des grands distributeurs canadiens, ça crée une situation inéquitable et une injustice commerciale qui est assez grande. La ministre se défend en disant c'est un plan de transition. Pour l'instant, au moins, on ajoutera de l'argent dans la production canadienne, ce qui est bien. On va pouvoir enrichir la production canadienne. On a donc été chercher de l'argent chez ces joueurs-là. Mais naturellement, une négociation à la pièce avec chacun des joueurs, ça semble un peu compliqué à long terme. Thomas, vous vouliez réagir? Oui, non, je voulais juste revenir sur 2 points. Comme l'a expliqué Pierre, il y a 2 sujets. Il y a le financement culturel. En France, il y a un mécanisme qui est que sur chaque billet, ticket d'entrée au cinéma, il y a une part qui est affectée à la production de films français. C'est quelque chose contre lequel les studios américains se sont battus pendant des années, au point finalement de créer des filiales françaises pour pouvoir bénéficier de cette manne. Par exemple, il y a une filiale Warner Bros. France qui s'est créée à une époque, et c'était un bon système pour, comme ça, tous les films qu'on aille voir The Avengers ou le dernier André Téchiné ont contribué au financement du cinéma français. C'était un bon système. Et après, il y a la taxation des GAFA. Alors, Emmanuel Macron l'a annoncé, il semble qu'il y ait un partenariat avec Merkel, mais il est temps, enfin, c'est presque comme la conduite des femmes en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on pense? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on imagine que si on va taxer Amazon ou Apple, ils vont cesser de vendre leurs services en France? C'est aberrant. La 5e ou 6e économie au monde, Apple ne va pas arrêter de vendre des ordinateurs en France, Amazon ne va pas arrêter de faire du commerce en France. Même taxés, ils continueront. Et je pense que là, il y a une forme de lâcheté des gouvernements européens, en tout cas des gouvernements comme celui de la France, celui de l'Allemagne, en se disant oh non, ils vont aller ailleurs, ils vont s'enfuir. Non, je pense pas. Sylvain Lafrance, le mot de la fin pour vous, en toute bonne logique. Votre réaction à ce qui vient d'être dit en plateau rapidement, on a quelques secondes encore. Bien, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, il y a la redevance et la taxe. La taxe, pour tout le monde ici, c'est une chose qui devrait être payée par tout le monde. La TVA, qu'on appelle ici la TPS, donc, c'est une chose qui devrait être payée par tout le monde et ça permettrait, ça, d'enrichir le système aussi. Alors, c'est vrai que la question est plus large que celle de l'audiovisuel. C'est vrai que ces enjeux-là de fiscalité se font sur un fonds de négociation canado-américaine pas simple, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut que ces entreprises-là participent à la création, surtout pour nous, le Canada qui n'est pas un pays si populeux et particulièrement français, il faut qu'il y ait un soutien à notre production audiovisuelle. Et ces joueurs-là doivent soutenir la production audiovisuelle canadienne. Merci beaucoup Sylvain Lafrance d'avoir été en direct avec nous depuis Montréal. C'était un plaisir. On vous dit à très bientôt. Merci encore. Merci à vous 3 aussi d'avoir participé à cette émission. Je vous propose qu'on conclue comme toujours avec la semaine de Dilemme en dessin et ce tout premier dessin qui revient sur une actualité qu'on abordait tout à l'heure. Le président français Emmanuel Macron a présenté son projet pour l'Union européenne. Il ne s'est pas foulé, constate ce fonctionnaire, un code de l'Europe à la main. Europe encore, pour Madrid, les choses sont claires. La Catalogne sera toujours rattachée à l'Espagne, déclare ce policier menotté, un indépendantiste en cours d'arrestation. On dénombre, à l'heure où nous nous parlons, une centaine de blessés. Les femmes conduiront bientôt en Arabie Saoudite, on en parlait tout à l'heure, mais que se passera-t-il quand une femme aura un accident? Eh bien, dilemme, on rappelle que les statistiques prouvent que les femmes sont plus prudentes que les hommes au volant. Après 10 mois de silence, Boubacar al-Baghdadi appelle ses combattants à résister. Plusieurs fois donné pour mort, le chef du groupe terroriste État islamique serait bien vivant et il nous enterrera tous, se désole ce couple de civils. Et enfin, Donald Trump et Kim Jong-un jouent à la guerre du feu, un feu nucléaire avec des ogives. Selon Washington, la Corée du Nord ne manifesterait pour le moment aucun signe d'intérêt pour un dialogue. Voilà, merci à Dilemme, merci à vous 3 et merci à vous qui nous regardez chaque semaine, très nombreux aux 4 coins de la planète. Passez une excellente semaine et à dimanche prochain.